Philippe Benoît, accusé du meurtre au premier degré de son fils de 16 ans. Le tribunal a imposé aujourd'hui à M. Benoît l'interdiction de communiquer avec une série de personnes, des témoins de l'infraction, des membres de la famille aussi de la victime. Aussi, ce soir, turbulence dans le milieu aérien. S'il y a grève, ça risque d'être plus compliqué, tant au niveau du remboursement qu'au niveau du retrouver un vol de retour. Les agents de bord de WestJet ont déposé un préavis de grève. Des vols pourraient être perturbés. Et scandale à la FIFA, la CONCACAF dit non au projet de privatisation, alors qu'une cinquantaine d'équipes européennes menacent de boycotter le mondial. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Au lendemain de l'arrestation de Philippe Benoît, eh bien, les policiers ont continué leur recherche aujourd'hui à l'endroit où l'homme de 41 ans a été retrouvé après 4 jours de cavale. C'est au lac Veillette, dans le secteur du lac aux Sables, en Mauricie. Le but, trouver donc d'autres éléments de preuve pour faire progresser l'enquête. Ce sont les images qu'on voit présentement, donc où le tout s'est terminé. Pendant ce temps, au palais de justice de Trois-Rivières, Philippe Benoît a comparu où il a été accusé du chef le plus grave du code criminel, Coralie Morancy. Il a pris acte de son chef d'accusation du meurtre au premier degré de son fils. Il a comparu à 16 h au palais de justice de Trois-Rivières alors qu'il était toujours au centre hospitalier, l'endroit où il a été transporté pour recevoir des soins appropriés à sa condition après la chasse à l'homme. Il est donc officiellement accusé du meurtre d'un adolescent de 16 ans survenu dimanche dans un quartier résidentiel de Shawinigan. Dans les circonstances, il ne peut pas être remis en liberté. La Cour ordonne la détention de l'accusé pendant tout le long des procédures judiciaires ou jusqu'à ce qu'il demande sa remise en liberté. L'accusé a un lourd passé psychiatrique, notamment un diagnostic de schizophrénie. Il souffre également de phobie sociale, mais il n'y a pas eu de demande aujourd'hui en lien avec une évaluation psychologique puisqu'il était considéré apte à comparaître. Mais éventuellement, le tribunal pourrait ordonner certaines évaluations. Il était toutefois trop tôt aujourd'hui pour savoir si elles seront nécessaires dans ce dossier. Le Bureau des enquêtes indépendantes a également ouvert un dossier afin de faire la lumière sur les circonstances de son arrestation. Le BEI mentionne dans un communiqué qu'il aurait été blessé par arme à feu lors de l'intervention. La comparution sera remise au 2 septembre, toujours en visioconférence au palais de justice de Shawinigan. Je vous laisse entendre le procureur. On est à quelques jours de l'événement, alors c'est normal que l'enquête policière ne soit pas complétée à ce stade-ci. Et ça sera notre obligation, l'obligation du poursuivant, de la police, de la couronne, de divulguer de la preuve à l'accusé lorsque celle-ci sera évidemment disponible. Alors, ça nécessite un temps. Et c'est ce temps-là qui sera utilisé jusqu'au 2 septembre pour divulguer suffisamment de preuves à l'accusé pour qu'il soit en mesure de prendre des décisions dans l'orientation des procédures. Le tribunal a imposé aujourd'hui à M. Benoît l'interdiction de communiquer avec une série de personnes, des témoins de l'infraction, des membres de la famille aussi de la victime. Évidemment, on veut préserver la sérénité de tout le monde dans les circonstances. On veut préserver aussi l'authenticité des témoignages. Une cérémonie en mémoire de la victime de 16 ans aura lieu ce week-end à Trois-Rivières et les funérailles auront lieu le 21 août, également à Trois-Rivières. Un autre conflit pourrait secouer le monde de l'aviation. Après Air Canada l'été dernier, les agents de bord de WestJet ont déposé un préavis de grève de 72 heures et ça pourrait avoir des répercussions sur les voyageurs. Des explications de Lily Mercure. Le syndicat des agents de bord de WestJet et l'entreprise tentent d'arriver à une entente avant dimanche pour éviter une grève qui pourrait faire en sorte que 600 vols par jour soient à l'arrêt. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les discussions sont toujours en cours, mais ça demeure tendu. Le syndicat qui représente 4400 agents de bord indique que les partis restent éloignés sur des questions clés. Par écrit, le syndicat de la fonction publique dit avoir indiqué ce qui devait changer et essayer de parvenir à une entente équitable. On ajoute que la grève peut encore être évitée en étant prêt à poursuivre les négociations jour et nuit pour régler la situation. Mais ce préavis de grève amène un stress pour les clients en haute saison touristique. A little nervous. I try not to think about it. I hope the agreement's made, obviously, but they're in the right to do it for sure. I think it'll be okay. I'm not going to stress about it. I'm hoping that WestJet will work with, the airline stewardess. They do deserve to be paid for the work that they are doing. En retour, WestJet dit avoir émis un avis de lock-out. La compagnie aérienne explique par communiqué que cette décision n'a pas été prise à la légère et dit regretter
limiter les inconvénients pour les clients. Elle ajoute que son engagement reste à la table de négociation pour parvenir à une entente qui apporte des valeurs significatives au personnel. Mais que faut-il faire si on a un vol prévu dans les prochains jours? Voici le conseil du président de l'Association des agences de voyage du Québec. Alors, pour les voyageurs avec WestJet qui ont un vol prévu jusqu'au lundi 4 août, WestJet permet présentement d'annuler ou de changer la date de voyage sans frais. Il faut faire attention. Certains tarifs, certaines bases tarifaires ne donnent pas droit à un remboursement, mais plutôt un crédit voyage. Les gens qui sont déjà à destination, je les inviterais à revenir peut-être un peu plus tôt. Parce que s'il y a grève, ça risque d'être plus compliqué, tant au niveau du remboursement qu'au niveau du retrouver un vol de retour. S'il n'y a pas d'entente, les activités de WestJet vont s'arrêter dimanche à minuit 1, heure des Rocheuses, donc 2 heures du matin ici. Mais les parties espèrent arriver à une entente, les voyageurs aussi. La FIFA est dans l'eau chaude quelques 48 heures après l'annonce de son président Gianni Infantino. Il veut ouvrir l'organisme aux investisseurs privés et ça ne passe vraiment pas, notamment à l'Union des associations européennes de football qui l'accuse de vouloir vendre le sport. Il y a 55 pays membres qui menacent même de boycotter la prochaine Coupe du Monde si le plan du dirigeant se concrétisait. Même la CONCACAF, dont fait partie le Canada, rejette le projet. Je poursuis la discussion avec le journaliste indépendant et écrivain Romain Molina, qui est basé à Malaga, en Espagne. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Bon, c'est quand même majeur là, ce qui se passe dans le monde du soccer, du football, comme vous dites, en Europe. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a un mouvement de boycottage aussi gros que ça? Dans l'histoire moderne, en tout cas, de la FIFA, oui. Parce que normalement, les déclarations sont très simples. On s'envoie quelques petites piques, des pots de bananes. Mais rarement un tel acte de boycott pur et simple d'un projet qui, en plus, a été suivi puisque l'institution européenne, l'UEFA, a déjà été soutenue par la CONCACAF qui représente donc les fédérations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Et de ce que je sais, des négociations et des pourparlers sont en train d'être menés avec la Confédération asiatique et d'Océanie pour amplifier le mouvement. Donc, il y a des gens vraiment qui continuent en fait de s'ajouter à ce mouvement de boycottage. Et là, d'ailleurs, tu te trouves en Espagne, les champions du monde en titre, là, justement, de la plus récente Coupe de la FIFA. Comment les gens réagissent là-bas? Parce que le football, c'est comme une religion là-bas. Oui, bien sûr, bon, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais le fait de privatiser presque la Coupe du Monde pour des intérêts privés avec encore plus d'argent et toute cette politisation liée à l'administration de Donald Trump pose souci. Depuis déjà des mois, dans beaucoup de fédérations, notamment en CONCACAF, mais également en Asie, beaucoup en Océanie, en Europe, il y en a marre du tout Trump, la solution choisie par Infantino. Et là, c'est potentiellement le projet de trop parce que les gens disent mais à quoi bon? Je veux dire, la FIFA n'a pas de problème financier, il y a déjà énormément d'argent pour les fédérations, donc il n'y a absolument rien qui fait sens, surtout pour commencer à privatiser le plus beau de ses joyaux. Et je terminerai juste là-dessus. Je tiens à rappeler que la FIFA est une association à but non lucratif, enfin officiellement du moins. Oui. Et qu'est-ce qui motive Gianni Infantino, qui est le président quand même de la FIFA, à aller avec comme ça des investissements privés? L'ego avant toute chose. Pour en avoir parlé avec beaucoup de gens qui l'ont connu, alors oui, il y a l'argent, etc., mais c'est surtout l'ego. Parce qu'on rappelle que ce projet, il est discuté en secret avec l'administration Trump. Il avait d'ailleurs voulu développer un projet également de crypto-monnaie. Et son rêve, c'était d'ouvrir une banque. La FIFA dispose également de son propre système bancaire. En fait, il veut placer la FIFA comme un supra-État qui n'a pas de frontières et qui n'a pas non plus les contraintes politiques, mais qui est un super acteur de la vie mondiale. Je tiens à rappeler qu'il est invité régulièrement à l'ONU, dans tous les grands sommets internationaux. Et donc au final, il continue comme cela avec un libéralisme effréné. Mais c'est avant toute chose une question d'ego, selon tous les gens qui l'ont connu, parce qu'il aime être entouré des puissants. Et lui-même d'ailleurs dit que le football est la chose la plus importante du monde. Il avait d'ailleurs qualifié Bangui, la capitale centrafricaine, de capitale du monde lorsqu'il était venu, parce que pour lui c'était comme si le roi du monde était en effet venu en terre centrafricaine. Mais c'est-à-dire que si pratiquement toutes les équipes en fait qui participent aux Coupes du Monde et aux événements se retirent, qu'est-ce qui va arriver justement des événements de la FIFA? En fait, l'UEFA a dit qu'elle boycottait si le projet était voté. La CONCACAF, elle, a décidé qu'en gros, elle rejetait le projet. Alors, il manque encore des fédérations, puisqu'il faut, je le rappelle, il y a 211 membres de fédération à la FIFA, donc il en faut au moins 106 qui soient contre. Actuellement, si je ne dis pas de bêtises, on est à 96, donc il manque encore une dizaine de votes qui devraient venir. Enfin, qu'est-ce que je dis de vote? Non, parce qu'on est dans la FIFA, donc il n'y a pas de vote. On fait tout pour éviter toutes les règles démocratiques. Donc l'idée, c'est de rejeter la proposition de société privatisée d'Infantino, et bien évidemment, derrière, en vue les élections à la FIFA en mars 2027. Romain, merci beaucoup. Très éclairant tout ça.
À vous. Toujours sur la scène internationale, un accord sur le désarmement du Hamas a été conclu par Donald Trump et des responsables du groupe. C'est ce qu'il a avancé ce soir sur Truth Social. Depuis des semaines, des négociations se tiennent en Égypte pour orchestrer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il a également affirmé qu'Israël quittera la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé. Puis au Japon, maintenant, 2 jours après le puissant séisme survenu dans le sud-ouest du pays, eh bien, le bilan s'alourdit, passant maintenant à 34 morts. Des corps ont été extraits d'un centre commercial et les autorités font maintenant face à un nouveau défi, et c'est la chaleur, alors que des températures dépassent les 37 degrés Celsius qui sont attendues dans la région. On revient dans quelques instants sur ce premier cas au Québec d'un chat atteint de la rage du raton laveur. On fait le point sur la situation avec une vétérinaire. Soyez là. En Montérégie, 3 personnes ont été mordues par un chat errant qui était atteint par la rage du raton laveur. Elles ont toutes reçu quand même des traitements préventifs. Mais que doit-on retenir de cette maladie et surtout que faire si notre animal a été mordu par un animal avec la rage? Eh bien, j'en ai discuté un peu plus tôt avec la docteure Myriam Charret, qui est vétérinaire à Québec. Bonsoir, docteur Charret. Bonsoir. Bon, est-ce que c'est courant pour un chat d'attraper la rage du raton laveur ou tout autre animal domestique? On peut pas dire que c'est courant. C'est pas quelque chose qui est fréquent du tout. Mais c'est sûr qu'avec les cas de rage là, qui explosent en Montérégie, en Estrie, ça fait partie malheureusement là, des conséquences qu'on peut voir. Et comment on peut se rendre compte que notre animal est atteint de la rage du raton laveur? C'est quoi les symptômes? En fait, idéalement, on voudrait s'en rendre compte bien avant que les symptômes apparaissent. Parce que une fois que les symptômes vont apparaître chez l'animal, en fait, la rage, elle est invariablement mortelle en dedans de 10 jours. Donc, ce qu'on va vouloir surveiller, c'est si notre animal a pu avoir un contact avec un animal qui est potentiellement atteint de la rage. Par exemple, une chauve-souris, par exemple, raton laveur, renard, marmotte, etc. Donc, si notre animal a pu être mordu, griffé ou avoir un contact là, avec la salive, c'est certain à ce moment-là qu'on peut suspecter de la rage, surtout si l'animal n'est pas vacciné. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va vouloir agir pour vraiment procéder avant que les symptômes apparaissent. Vous avez parlé du vaccin. Si notre animal est vacciné, est-ce que ça élimine toute chance de contracter la rage ou il y a quand même un petit pourcentage là, de rester attentif là, si notre animal a été mordu? Là? Oui, en fait, le vaccin est efficace, mais c'est certain, étant donné que la rage est une maladie qui est contagieuse, qui est zoonotique, ça peut être transmis aux humains. Même si le vaccin est efficace, on considère qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, c'est pourquoi si votre animal se fait mordre ou si on suspecte qu'il peut y avoir une exposition à la rage, on recommande fortement de contacter le vétérinaire là, très rapidement pour avoir les recommandations appropriées. Dans le cas qui nous occupe ici, il y a 3 personnes qui ont été mordues par un animal qui portait la rage. À ce moment-là, est-ce que les humains vont contracter aussi la rage automatiquement? Pas nécessairement automatiquement, mais oui, absolument, il y a un risque. C'est pourquoi aussi, là, pour les humains, on va recommander de nettoyer la plaie pendant un bon 15 minutes avec de l'eau savonneuse, puis on va recommander fortement là, d'appeler au 811 là, à Info Santé pour avoir toutes les recommandations appropriées pour les humains. Et est-ce que c'est la même chose que pour les animaux? Est-ce que la rage, elle est mortelle aussi dans 100% des cas, là, même chez les humains? Absolument. Dès que les symptômes apparaissent, il n'y a aucun traitement. C'est une maladie qui est incurable puis qui est invariablement mortelle. Donc, bien sûr, on demande aux gens, notamment Montérégie, Estrie, de rester vigilants. Docteur Charret, merci beaucoup pour ces explications aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. La gymnaste roumaine Nadia Comaneci a brillé lors des Jeux de Montréal en 1976. À 14 ans à peine, elle a obtenu une note parfaite au bar asymétrique. Elle a été la première à réussir cet exploit. Et la reine des Jeux de retour dans la métropole dans le cadre des activités qui commémorent l'événement. Et Juliette Poirot l'a rencontrée. Quand tu fais la compétition dans les Jeux olympiques, c'est différent.
Bon, j'ai eu beaucoup de, comment ça s'appelle, des petites butterflies parce que j'ai regardé que c'est beaucoup du monde. Je savais que c'est une compétition très importante et j'ai pensé dans ma tête, je dois passer seulement mes routines, mes exercices. Il y avait grand bruit dans l'aréna et j'ai tourné ma tête, j'ai regardé le 10, le 1.00. La fille de l'équipe m'a dit c'est quelque chose de mal avec l'affichage. Je ne savais pas quand j'ai fait la compétition parce que c'était moi, la poutre, les barres asymétriques. Mais année après, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été très émouvantes à côté de cette histoire. Et pour avoir cet anniversaire 50 années plus tard, c'est très, très, très spécial. Ayant remporté 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze, Nadia Comaneci fait bien entendu partie des athlètes qui ont marqué l'histoire des Jeux olympiques de Montréal à tout jamais. Des performances exceptionnelles dont se souviennent encore les commentateurs sportifs Pierre Roud et Michel Lacroix qui étaient présents sur le terrain il y a 50 ans. Ce qui a marqué ces Jeux, ce sont de grands champions olympiques qui ont été consacrés à Montréal ou qui ont continué ou amorcé leur sacre olympique. Je pense par exemple à Bruce Jenner, qui est Caitlyn Jenner aujourd'hui, avec le record absolu, le record formidable au décathlon, le plus grand athlète de la planète à l'époque. Que dire de Nadia, bien sûr, avec ses notes parfaites. Les gens étaient tellement fiers d'accueillir le monde entier à Montréal et l'atmosphère était à la fête. Le spectacle était grandiose. Les athlètes eux-mêmes ont été extraordinaires. Les gens ont été ravis, non seulement au Stade olympique de Montréal, mais aussi sur les différents sites de compétition, et particulièrement la gymnastique, avec la star des stars, Nadia Comaneci. Les célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal se poursuivent. Ce samedi, notamment, aura lieu le grand spectacle gratuit Feu sacré sur l'esplanade du Parc olympique. 50 ans, jour pour jour, avec la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 1976. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Saviez-vous qu'en Estrie, on cultive la figue? À Melbourne, la vallée du Moulin a réussi à faire pousser ce fruit dans des serres à la fine pointe de la technologie. Et Marc-Antoine Mailloux a visité les installations de ce producteur. Ici, on produit à la base de l'électricité. On a un site avec 2 microcentrales hydroélectriques. Puis autour de 2015, on a voulu mettre en valeur notre site qui est assez particulier ici à Melbourne, puis on s'est intéressé à la culture en serre. On voulait faire une culture qui était différente. On voulait pas faire des tomates, des concombres. Puis là, mon père, il a fait un voyage en France, puis il a goûté à une figue fraîche. Fait que là, c'est là que l'idée a germé de cultiver la figue. Mais au-delà de l'idée, bien, pourquoi on a choisi la figue? C'est surtout pour offrir une qualité de figue fraîche qui n'existait pas sur le marché québécois. Vous disiez que c'est pas une culture courante au Québec. Est-ce que c'est important, justement, de diversifier les cultures? On vise l'autonomie alimentaire et tout. Et je trouve que c'est un bel exemple de production qui se fait pas au Québec. Je pensais que c'était un fruit tropical. Oui. Je pensais que c'était plus dans le sud qu'au Québec qu'on pouvait cultiver. Ici, à la vallée du Moulin, les serres sont éco-énergétiques. Elles combinent 7 sources d'énergie pour limiter leur empreinte écologique. Puis on a 7 sources différentes d'énergie pour les chauffer. Entre autres, nos centrales hydroélectriques, là, à même le site. Par contre, on ne va pas chauffer les serres avec nos centrales. Nous, on utilise l'électricité pour les lumières, alimenter les systèmes et tout. Mais notre chauffage de base, c'est la granule, donc la biomasse forestière. Un système de chauffage avec des poêles aux granules, c'est pas courant. Puis je pense que ça fait partie des solutions intéressantes parce qu'on sait que les pics de consommation d'énergie, c'est au mois de janvier et février. Et c'est là que les serres ont le plus besoin de chauffage. Ça peut servir de modèle pour toute nouvelle culture ou production animale qui est non conventionnelle. C'est toujours un défi pour les producteurs. Oui, on a des agronomes pour aider, mais ils n'ont non plus pas d'expérience dans ce genre de culture-là. Puis, en fait, c'est un fruit qui est très recherché en fine cuisine. Fait que j'ai beaucoup de demandes des restaurateurs. OK. Donc ça, on vend des figues dans les restaurants. Et vous vendez seulement en Estrie ou un peu partout au Québec? En fait, on a un distributeur, puis lui, il vient chercher des figues, puis c'est surtout vendu dans la région de Québec. Je dirais qu'il y a beaucoup de curieux de la figue. Il y en a beaucoup qui l'aiment déjà, puis ils viennent vraiment pour les figues. Mais il y en a d'autres qui ont envie de la découvrir puis d'en apprendre plus sur la culture, comment on la cultive au Québec, étant donné que c'est très particulier. Puis est-ce que vous appréciez ce fruit-là aussi? Énormément. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça goûte là, pour les gens à la maison? C'est sucré, c'est fibreux. C'est un bon fruit d'accompagnement pour une assiette de charcuterie.
La vallée du Moulin vise à cultiver plus de 5000 kilos de figues par année. À Melbourne, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. On est à quelques heures du début du festival Oshéaga. Les équipes sont à pied d'œuvre pour que tout soit prêt pour cette 19e édition. Marika Simard est allée faire un tour au parc Jean-Drapeau. Nick, on est à quelques heures. Ça va être prêt pour demain? 100 Honnêtement, on est à l'avance. La dernière fois qu'on a vérifié, je pense que c'était comme 3500 personnes qui travaillaient sur le site la fin de semaine. Wow. C'est énorme. C'est plus de monde qui sont venus la première année. Vous le voyez derrière moi ici, on s'active aux derniers préparatifs parce que dans quelques heures à peine, le parc Jean-Drapeau aura un tout autre visage. Ce sont un peu plus de 40 000 festivaliers qui sont attendus chaque jour. Après quelques années où le festival mettait un peu plus de temps à afficher complet, notamment en raison de la multiplication du nombre de festivals, mais aussi en raison du contexte économique, eh bien, le retour de l'engouement est au rendez-vous. Les journées de samedi et de dimanche affichent complet. Selon les organisateurs, ce regain d'intérêt s'explique notamment par les améliorations qui ont été apportées au site au cours des dernières années, mais aussi en raison de la programmation qui propose les grandes têtes d'affiche. De booker des artistes qui sont très, très bons live, soit le spectacle va être incroyable, son, lumière, vidéo, tout ça, danseurs, danseuses. En tout cas, c'est ça vraiment l'emphase. Toujours des artistes qu'on book, puis là, tout d'un coup, ça fait ça, comme un Somber. Ça, c'est quelque chose qui... C'est un artiste qu'il y a 6 mois, c'était populaire, mais là, c'est comme devenu à un autre niveau. Je dirais Zara Larsson, c'est la même chose. Tu sais, toutes les têtes d'affiche, Lord, Tate McRae, c'est tellement formidable d'avoir une Canadienne en tête d'affiche. Cette année encore, plusieurs Québécois figurent à l'affiche, dont Billy Dupage, Olivier Forêt et Museums. Comme étape de carrière, c'est spécial comme première étape, mais en même temps, c'est un grand étape en général, juste de booker un beau festival comme ça. Chaque année, je suis allée quand j'avais jeune, avec mon père. Il m'amenait quand c'était gratuit pour moins de 12 ans. J'avais comme 9-10 ans. À Oshéaga, j'ai vu Coldplay, j'ai vu Eminem. Là, c'est à notre tour. C'est tellement un honneur. Ouais, exactement. Demain, dans mon reportage, je vous entraîne dans les coulisses du festival Oshéaga. C'est un rendez-vous à 17h. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. On va surveiller demain. Il y a une cinquantaine d'athlètes olympiques de l'Aviron du Canada et de d'autres pays qui vont s'affronter dans une compétition amicale. Ça se passe à l'occasion du 50e anniversaire des Jeux de 1976. Alors voilà, passez une agréable soirée et nous on se retrouve demain dès 17h.